Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes à l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Et ce soir, nous allons parler d'ostéopathie, de toucher et d'amour, puisque l'ostéopathie est un métier d'amour. C'est Christine Giria qui va nous en parler, une anguinoise, mais qui ne consulte pas Anguin. Bonsoir Christine Giria. Bonsoir. On va parler d'ostéopathie, on va parler de vous déjà. Vous avez fait une NDE. Oui, à 19 ans. À 19 ans. Ça m'a tout changé. Mon regard sur la vie, mon regard sur la mort, et qu'il y avait une continuité, et j'ai ressenti un amour tellement fort que j'avais envie de partager cet amour. Et une autre chose, quand j'ai vécu la mort, la seule chose qui me manquait, c'était le toucher. C'est-à-dire que là-haut, j'avais la faculté d'aller à un espace très vite, mais la seule chose qui me manquait, c'est le toucher. Et grâce à l'ostéopathie, je peux toucher les gens, comprendre... On va rester sur la NDE. C'était à quelle occasion vous avez... C'est quoi, un accident? C'était quoi? Non, c'est pas un accident. Alors, il faut voir le film Thanatos. Un magnifique film Thanatos où je parle effectivement de mon expérience. En fait, je pense que chaque expérience est personnelle. Oui. S'ils veulent comprendre, pourront regarder ce film et sentir ce que j'ai à dire. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai compris l'importance du toucher. Oui, alors vous avez fait une sortie de corps. Il y avait cette lumière, enfin, cette clarté, c'est pas une lumière, c'est... Alors, j'ai vécu peut-être quelque chose de différent, mais j'ai été touchée par cette grâce d'amour. D'accord, donc vous étiez dans un autre monde, on peut dire? J'étais pas dans un autre monde, c'était comme si j'étais dans l'instant présent. Cet instant présent où il n'y a pas de limitation en fait. Et c'est comme si toutes les informations étaient là. Oui, il y a toute la connaissance. Toute la connaissance. On sait tout, on est tout. On ressent tout. Il y a cet amour, mais alors c'est bizarre que vous ayez besoin de se toucher. Le toucher m'a permis, parce que en vous fait, n'aviez plus de corps finalement. Oui, mais j'ai mis 2-3 ans à réaliser que j'étais encore vivante. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est ce que j'ai pas dit après, ou les gens ne savent pas forcément, mais j'ai mis 3 ans à peu près pour comprendre que j'avais besoin de toucher pour savoir que j'étais bien réellement là. D'accord, mais c'était pas toucher là-haut, parce que là-haut on ne peut pas toucher, on n'a plus de main, on n'a plus rien. Mais quand j'étais en vie, après, j'ai mis longtemps, il fallait que je touche pour sentir que j'étais pas dans un rêve, mais que j'étais bien là. Et j'ai compris que le toucher, c'était l'intégration de l'information. Donc c'était nécessaire pour... D'ailleurs, les enfants ont besoin de toucher au départ. Les bébés, ils ont besoin de toucher parce que c'est l'intégration de l'information. Qui vous dit qu'une information, ce que vous voyez est vrai et pas vrai, si vous ne... Enfin, au départ, en tout cas, si vous ne touchez pas, pour le toucher, j'ai compris ça en travaillant beaucoup au niveau des recherches fondamentales, j'ai compris ça, que le toucher, c'était notre 6e sens aussi, et c'était la proprioception qui permet de ressentir l'intégration dans l'espace, dans les différentes dimensions. Ok, donc j'avais cru comprendre que là-haut, vous aviez besoin de toucher là-haut, et ça Non, me pas là-haut. Voilà. Pas là-haut, mais une fois sur Terre, j'avais besoin de toucher. À quel moment vous avez mis, et que vous avez commencé à poser votre main sur un être humain, où vraiment le toucher arrive? Je pense que ça a été en 4e année d'ostéopathie, où là, avant, je n'osais pas. Je n'osais pas parce que il m'a fallu beaucoup de temps d'intégration de toute l'information que j'avais, parce que j'avais des grandes perceptions qui me faisaient très peur. Mes perceptions de médium étaient extrêmement puissantes à ce moment-là, et ça me faisait très peur. Je n'arrivais pas à canaliser tout ce que je ressentais. C'est pour ça que j'ai pris un métier scientifique, parce que j'avais besoin de compenser tout ce que je percevais qui n'était marqué dans aucun livre, et qui au départ n'était pas évident pour moi de comprendre tout ce qui m'arrivait. Et le niveau scientifique m'a permis de m'ancrer sur d'autres choses solides aussi, pour vraiment intégrer, finalement réaliser que plus on avance scientifiquement, comme plus on avance dans certaines religions, tout se recoupe et tout s'unit finalement. Mais au départ, c'était vraiment pour contrer aussi tout ce que je percevais. Vous perceviez quoi? Je percevais effectivement les auras,
Au départ, je savais pas ce que c'était les auras. Je pensais que j'avais une tumeur au cerveau, quelque chose qui n'allait pas bien. Je n'arrivais pas à comprendre que je percevais les auras, que je voyais des couleurs, que je voyais les esprits par rapport à des gens, que je sentais des défunts. Tout ça, c'était pas évident pour moi parce que personne me disait. J'avais rencontré personne au départ qui me disait comment ça se passait. Donc toutes les infos que j'avais au départ n'étaient pas évidentes. Et comme mes parents étaient très rationnels, ils ne me comprenaient pas. Et il a fallu que je rencontre des gens qui vivent les mêmes expériences que moi pour me rassurer que j'étais pas folle, que ça arrivait à d'autres personnes. Et donc ça a été des rencontres aussi de guérisseurs, de chamans, de personnes qui peuvent me faire comprendre que ça existe et que en fonction de la sensibilité, certaines peuvent le percevoir et d'autres non. Est-ce que vous les voyez encore, les auras? Alors, ça m'arrive. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que ça, oui. Vous dites que vous aviez peur de ces capacités de médium. Est-ce que, au moment où vous avez décidé de faire de l'ostéopathie, vous auriez pu choisir autre chose comme métier? Pourquoi l'ostéopathie? Parce que j'avais le toucher. Il y avait un toucher. Parce que je voulais pas être médecin, je voulais pas être allopathe. Mais j'ai rien contre mes confrères allopathes. Hein. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour des confrères, des consorts qui sont médecins allopathes, mais j'avais vraiment envie d'apprendre le corps humain, d'apprendre la recherche, même j'en ai fait des recherches, donc c'est fabuleux ce que j'ai fait mes rêves, mais j'avais vraiment envie de comprendre le toucher. Et le toucher, au niveau sensitif, est extraordinaire. Extraordinaire, ça m'a ouvert des portes sur la compression somato-émotionnelle, sur l'ostéopathie fluidique, sur la cohérence cardiaque, sur les migraines aussi. Sur les migraines aussi. Bon, ça, c'était une recherche parce que personne ne voulait le faire quelque part. Et j'avais ce côté à l'époque, parce que j'étais jeune, hein, ce côté, c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste qu'on laisse cette matière, qu'on n'ose pas regarder. À l'époque, les ostéopathes qui étaient avec moi, ils allaient dans la facilité, on fait les lombaires, le dos, les protocoles, on gagne des sous, basta. Bon, moi, c'était pas pour l'argent que je voulais faire l'ostéopathie, c'était vraiment une vraie compréhension de l'âme, du corps, de l'être, et puis je voulais apprendre, en fait, j'étais très curieuse, hein, curieuse de tout. C'est comme si après l'expérience que j'ai eue, j'avais besoin de tout réapprendre, de tout, grande curiosité. Ouais. Alors les migraines, vous avez eu des migraineux dans votre famille? Pourquoi la migraine? Absolument pas. Ça vous est venu comme ça? Je ne sais pas, c'était vraiment un hasard de la vie en fait. C'était plusieurs personnes qui m'ont dit bon, moi j'étais très bonne à l'école, j'étais une des... En fait c'est les directeurs, ils m'ont demandé d'être prof et direct en direction crânien, dans leur pool crânien. Et puis c'était un challenge que j'avais envie de comprendre si au départ juste sinon au niveau ostéopathique on avait une interaction possible sur la migraine. Et je me suis dit, comme je maîtrisais toutes les autres matières, c'était la seule matière que je maîtrisais pas encore. Donc je me suis dit, si je le fais pas, je le ferai jamais dans ma vie. J'irai jamais en crânien où je le ferai. Donc je me suis dit, ça c'est ce qui me manque. Il est temps que je regarde un petit peu. Et en fait, ça m'a ouvert des portes immenses parce que j'ai commencé à faire du crânien, j'ai commencé à être spécialisée en crânien, en neurocrânien. Et puis, ça m'a ouvert des portes énormes, en fait, hein, que je ne pensais pas. Hein. Vous avez écrit un livre qui n'est pas pour le commun des mortels, je pense qu'il ne doit pas être lu par tout le monde. Non, il est très spécifique. Il est pour les ostéos. Les médecins, parce qu'il y a beaucoup de médecins, ils n'avaient plus cette matière au niveau de la migraine, en fait. Le diagnostic de la migraine, ils ne l'avaient plus à un moment donné, donc même les médecins n'avaient pas cette spécificité, c'était les neurologues en fait. Et de voir ce qu'il y a derrière. Et parfois, juste quand je vois qu'il y a encore un problème, on va dire, qui reste, mais là, psychique, j'ai vu que quand on était vrai, la vérité a un influx incroyable sur les tissus. Et quand on est vrai, on lâche le tissulaire. Donc là, ça se fait par la parole. Ça se fait par la parole et par l'interaction de présence que j'ai et de ma médiumnité que je me sers pour aller chercher même du transgénérationnel. Jusqu'au transgénérationnel, c'est-à-dire qu'avec ma médiumnité, je me permets par moments de ressentir où vient l'information.
Ça m'arrive de dire, bah tiens, paf, il s'est passé quelque chose avec vous quand vous aviez 2 ans. Mais de plus en plus d'ostéopathes s'ouvrent avec cette médiumnité tissulaire, de ressenti tissulaire. C'est notre capacité d'interconnexion quand on touche avec l'ocytocine, avec notre cerveau droit, parce que beaucoup aujourd'hui se servent du cerveau gauche, qui est très rationnel, très cartésien, mais on a un cerveau droit. Et ce cerveau droit, il est très lié à la kinesthésie, au ressenti, et on est capable, quand on pratique de plus en plus ce toucher-là, de ressentir une information plus vaste. Ceux qui disent que la migraine c'est la moitié d'une graine et que ça pourrait être un jumeau qui n'est pas venu, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut arriver? Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Oui. Des moitiés de graines, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça m'est déjà arrivé où j'ai eu un flash et j'ai senti qu'il y avait un jumeau qui s'avérait vrai. En tout cas, la personne me l'a dit après coup. Et ça, c'était une patiente que j'ai eue. Elle n'a pas eu une migraine, elle avait une tumeur au niveau artériel. Elle était jeune pourtant. Et là, j'ai eu un flash très très fort. Et quand je lui dis, c'était pas évident, c'est jamais évident de sortir comme ça des informations qui nous viennent. Ça m'arrive de douter encore, de me dire, mais d'où ça vient cette information quand même? Et d'oser le dire. Et alors elle a osé en parler à sa mère, et sa mère a confirmé. Voilà. Et donc c'est important de sentir l'espace, d'englober l'espace, d'englober. Mais ça vient de l'espace, donc ça veut dire que finalement vous êtes vous avec votre patiente, mais l'information elle vient d'ailleurs. Oui, elle vient par notre présence. Et donc j'apprends ça, je fais des stages d'ailleurs, on appelle ça de fulcrum en ostéopathie, c'est-à-dire une assise dans la présence, avec donc les 5 valeurs, j'appelle ça de l'éveil, qui sont la présence, le détachement, la compassion. Je dis bien la compassion et le détachement parce que beaucoup d'ostéopathes apprennent des techniques et on veut faire la technique. Alors que si on a du recul, en fait, on va avoir la vraie information qui va surgir. Et en ostéopathie fluidique, juste la présence et un soutien va permettre de relâcher même le tissulaire. Donc c'est vraiment un respect du tissulaire de la personne. Parce que la personne, en fait, c'est comme une émotion bloquée pendant très longtemps et elle a envie qu'elle sorte, cette émotion. Et elle ne sait pas comment la sortir. Donc on est là en tant que soutien pour l'aider à sortir. La biomécanique des fluides. La biomécanique des fluides. Donc je suis à fond dedans puisque je suis avec une amie qui est chercheuse du CNRS en biomécanique des fluides sur le cœur. C'est pour ça que l'ostéopathie, moi je suis passionnée puisque je suis passée d'une ostéopathie structurelle à une ostéopathie fluidique. Et tout a changé. Les lois forcément changent. Parce que là, on n'est plus sur des lois structurelles, mais sur des lois fluidiques. Où du coup, les lois sont plus dans le glissement, dans le ressenti, dans la tenségrité. Donc c'est dans le somato-émotionnel, dans l'information. Ça change totalement. Et on peut apaiser en fait le patient. Moi je suis en crânien, donc les ondes alpha, theta, en fonction que ce soit le lobe frontal, pariétal ou occipital, on a une interaction sur notre biochimie, sur les neurotransmetteurs, et c'est fabuleux. En tout cas, voilà, le patient, c'est une globalité. C'est pas juste une douleur, un symptôme, ça représente beaucoup de choses. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, nous retrouvons Christine Giria qui est ostéopathe. Avec ce qui se passe là depuis un peu plus d'1 an, est-ce que vous avez senti dans votre clientèle, dans les gens qui viennent vous voir, des problèmes apparaître? Là, effectivement, au départ, c'est vrai quand on m'a eu au téléphone, on me parlait des télomères. Oui, les télomères. Les fameux télomères. Alors, j'ai une bonne nouvelle, parce que les télomères, je vais rappeler vite fait ce que c'est. Les télomères, c'est une prix Nobel en 2009. C'est Elizabeth Blackburn qui est quand même médecin moléculaire et qui a découvert qu'on avait une enzyme, la télomérase, qui permettait de rallonger, de raccourcir des télomères, c'est-à-dire le bout de capuchon qu'on a au niveau de nos chromosomes, au niveau d'ADN, et ça permettait le vieillissement ou pas de nos cellules. De savoir finalement à quel âge on va vieillir. Et en fait, pour elle, on pouvait vieillir même plus de 120 ans, peut-être plus encore. Mais pour ça, c'était qu'est-ce qui faisait rallonger nos télomères. Oui, parce qu'ils ont tendance à se raccourcir. Voilà, et ça, c'était important effectivement de parler de ça actuellement, parce que plus on a des télomères longs, plus on a un bon système immunitaire, c'est-à-dire on a des bons lymphocytes T. Et par rapport à la Covid,
c'est vrai que c'est important de savoir qu'on a une bonne immunité. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, et ça c'est très important. En fait, il y a deux systèmes pour notre système immunitaire. Et il y a les hormones qui viennent nous protéger et qui vont rencontrer les lymphocytes et qui vont créer une protéine, justement à la reconnaissance de ces virus et nous protéger. D'accord ? Et nous protéger contre cette fameuse aura cytokinique pour éviter qu'elle fasse des dégâts sur nous-mêmes et en même temps qui vont macrophager les fameux virus. Donc ça c'est très important de savoir. D'un côté on a donc les hormones protectrices, les enfants en ont beaucoup. Quelles ? Les glucocorticoïdes. Celles qui est dans le thymus, non ? Alors, elles sont effectivement dans le thymus, elles sont activées par les surrénales. Donc, c'est vraiment des hormones qui sont activées par l'axe hypothalamo-hypophysaire qui sont au niveau des surrénales. Et les fameuses lymphocytes sont au niveau du thymus. Et les enfants en ont beaucoup. Les gens bien portants en ont beaucoup. C'est pour ça qu'il y a eu 99,95% de survie à la Covid. Parce que finalement, beaucoup ont un bon système immunitaire. Les personnes qui sont mortes, c'est parce qu'elles ont eu très peur et elles n'ont pas eu les traitements adéquats à ce moment-là. Donc ça, il faut le comprendre. Ou ils ont eu une comorbidité, ou ils ont été très vieilles. C'était l'heure. Ou c'était l'heure. Donc ça, il faut le comprendre parce qu'on a fait tellement peur avec les médias. On agit sur les surrénales. D'avoir une incertitude qu'on a bloqué les surrénales. Et trop bloqué, ça bloque le système justement des hormones glycocorticoïdes qui arrivent à notre secours déjà. Et en même temps, donc ça nous affaiblit et en même temps, ça raccourcit les télomères. Ça raccourcit les télomères. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on donc fait ? notre système immunitaire est complètement défaillant à ce moment-là. Mais on est quand même costaud parce qu'on est encore 99, je ne sais pas combien. 98% sans traitement. Alors avec la vitamine D, le zinc. Alors maintenant, il y a plein de traitements. Il y a même en Guadeloupe, ils ont trouvé une plante qui traite tous les virus ARN. Et à Madagascar, alors on ne parle pas aux médias. Je crois que les médias sont partis sur l'adrénaline des gens, c'est-à-dire la peur, le ceci, le cela, et du coup on oublie une certaine réalité. Enfin, ce que je me dis, c'est pas possible, parce que le virus finalement il n'est pas si dangereux si on rassure les gens et on donne les bons traitements. Oui, si on les protège. Voilà, si on les protège au lieu de les affoler. Voilà. Donc il faut arrêter de faire peur. Alors qu'est-ce qui pourrait bien faire allonger nos télomères ? Parce que ça c'est la grande question, celui qui trouve ça, il est... ça y est, on a trouvé. Ça y est. Grâce à Elizabeth Blackburn, elle a fait passer toute sa vie pour comprendre les télomères. Et il y a 3 choses qui vont rallonger les télomères et permettre le non-vieillissement des cellules. La première chose, c'est éviter le stress. Voilà, c'est arrêter de stresser. Alors comment on arrête de stresser ? On coupe les médias. On coupe les médias, on prend du recul, on retrouve la joie. Et alors, il y en a d'autres aussi avec elle qui ont compris, il suffisait 3 mois pour avoir un comportement, au lieu d'avoir un comportement là néfaste avec les médias, avec la peur, que là on avait un comportement, il suffisait 3 mois de un comportement, une hygiène de vie pour récupérer tout ça. Pour récupérer, peut-être pas ces télomères, peut-être pas la longueur d'origine. Si, pour récupérer, tout à fait. On peut en 3 mois récupérer par une hygiène, un comportement différent. En faisant de la méditation, en reprenant des vacances, en rigolant, en ayant de l'humour, en respirant bien sûr, c'est l'oxygène, c'est la vie. Voilà, donc ça c'était la première chose, déstresser, retrouver une bonne hygiène de vie. Donc il n'y a pas une télomérase qu'on pourrait acheter dans le commerce non, parce que ça, si on fait trop de télomérase comme ça peut provoquer des cancers. Oui. Donc c'est pas bon, ça c'est une illusion. C'est vraiment un travail sur soi, mais de l'intérieur. Elle a compris qu'aussi des mauvaises pensées à répétition étaient mauvais et raccourcissaient les télomères. Ou la peur, juste la peur, ou quand je dis la peur, c'est d'avoir juste une intention de peur, comme les médias qui font peur, alors que où ils disent qu'une projection de peur peut raccourcir les télomères. Alors Deuxième et troisième confinement, gants reset, etc. Voilà, donc tout ça, ça donne pas envie, franchement, d'aller très loin, ça fait peur tout ça. L'incertitude. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important dans cette flexibilité-là, de retrouver une présence et d'avoir des pensées positives.
d'aller voir un ostéo, parce que finalement, quand on va vous voir... Moi, je fais la grande risette intérieure, mais du bien-être. Parce que les gens, finalement, ils lâchent chez vous. Bah oui, ils lâchent. Ils sont obligés de lâcher. Et puis, il y a un bon soutien de confiance, donc ils se retrouvent. C'est ça qui est important, c'est retrouver les capacités en nous. Donc là, j'ai dit 2 choses pour allonger les télomères. Donc c'est pour ça la méditation, ils ont compris que la méditation faisait beaucoup de bien, les pensées positives. Et la 3e chose, la plus importante, ça va faire rire tout le monde, c'est l'altruisme. L'altruisme, de penser aux autres. Voilà, de penser aux autres et à l'humain et à la terre. Mais regardez, l'altruisme... Oui, mais tout le monde va vous dire, je pense aux autres, je mets le masque, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Le vrai altruisme, d'accord, c'est-à-dire là, cette bonté de vouloir faire du bien à l'autre, rajeunit et rallonge les télomères. C'est extraordinaire. Donc ça interagit avec notre cerveau droit, qui est notre cerveau qui est relié à notre divin, qui est relié à la kinesthésie, qui est relié au ressenti intérieur, à la créativité, aux artistes, aux rêves, d'accord. Donc les 2 systèmes en nous ont besoin de s'imbriquer l'un l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on a fait dans notre société? On est très dans le rationnel et on a oublié une partie de nous-mêmes, notre cerveau droit, créatif, de ressenti, d'altruisme, de partage. D'accord, et les 2 sont importants. Oui, mais dans ce qu'on nous montre dans les médias, il y a cette peur, mais on nous demande aussi d'être altruiste, puisqu'on met des masques, pas pour nous, mais pour protéger les autres. On ne va pas voir les grands-parents, pas pour nous, mais pour les protéger. Donc on est altruiste dans ces cas-là. C'est une très bonne question, parce que je pense que si tout le monde a pris le masque, c'est parce que vraiment vous voulez protéger l'autre. La plupart des gens... parce que en fait, ou se protéger eux-mêmes, je pense. Oui, surtout... mais je pense que vraiment, quand on vous donne l'information et on n'est pas scientifique et on n'a pas, de toute façon, le professeur Raoul et même d'autres médecins l'ont dit, le masque, c'est le gouvernement qui l'a mis en place. Ce n'est pas les scientifiques, d'accord. Et donc, quand on a une information comme ça, si on vous dit, tiens, vous sauvez les autres si vous mettez le masque. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous avez envie de le faire. Si on vous dit non, surtout ne voyez pas vos grands-parents ou voyez c'est dangereux, mais quand vous les aimez, vous avez si le gouvernement vous dit vous avez envie de le faire parce qu'on voulait vous protéger. Et puis si vous creusez un petit peu et vous réalisez qu'effectivement là c'était peut-être pas des données scientifiques, on n'a pas les preuves réellement. Et puis tout d'un coup on réalise que non, le virus il est aérosolisé, il n'est pas du tout dans les postillons comme on croyait. Un chirurgien, quand il met un masque, c'est pour éviter ses postillons, éviter de contaminer quand il fait la chirurgie. Mais il a de l'air qui passe, il ne le met pas constamment. Et donc là, pour les enfants, de mettre un masque, alors qu'ils ne sont absolument pas malades, ils ont les bonnes hormones, ils ont une bonne immunité, ce n'est pas nécessaire. Il faut qu'ils aèrent la pièce, il faut qu'ils se lavent bien les mains. Ce serait plus intelligent que mettre un masque pour leur apprentissage, pour le cerveau. Et de toute façon, je l'ai dit, un masque, à force de le prendre, de le retirer, ça met plein de microbes, ça peut créer de l'hypoxie sur certains enfants où ils peuvent être somnolents, ils peuvent moins bien apprendre. Alors on va dire oui, mais le virus il est dangereux. Alors le virus, on le connaît, il n'est pas si dangereux que ça. Maintenant on le connaît. Les gens qui sont morts, c'est parce qu'ils n'ont pas été traités convenablement à ce moment-là. Aujourd'hui, on a des traitements efficaces. Et aujourd'hui, il y a des collectivités de médecins, il y a des associations au niveau international qui interagissent entre nos gouvernements qui ont voulu certainement nous protéger, qu'on fait peut-être trop, d'accord. Et aujourd'hui, ça serait bien de retrouver la raison, le bon sens, et peut-être d'arrêter de faire trop parce qu'ils ont cru pas faire assez, d'accord. Donc, et de revenir à quelque chose de sain. Alors les masques, c'est pas franchement ce qui va nous permettre de respirer, d'être confinés chez soi non plus d'ailleurs. Non, mais le couvre-feu qui nous oblige. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui il y a des comités de médecins internationaux qui demandent au gouvernement d'arrêter tout ça, puisqu'il y a des traitements efficaces, puis on connaît maintenant le virus. Et voilà. Et donc ça, il y a des choses qui se font actuellement. Bon, j'espère que... Voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc j'espère maintenant, qu'ils vont finir par entendre. Ces vaccins-là, qui vont jouer. Parce que tout à l'heure, on était sur les télomères. Oui. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème, justement, à aller mettre des vaccins ARN? Pour moi, c'est pas des vaccins, c'est de la technique génétique. Voilà.
Donc c'est la technique génétique. Effectivement, ils disent que c'est dans la cellule, que ça ne sort pas de la cellule, que ça peut être des nouveaux médicaments. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul. Je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai choix, il y a une éthique. On ne peut pas vacciner tout le monde par rapport à des nouvelles technologies. Parce que souvent, il y a une nouvelle technologie, on ne connaît pas, ça peut être merveilleux. Là, je pense que c'est important de prendre du recul parce qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui s'interrogent sur effectivement l'ARN messager. L'enzyme est naturelle, mais l'ARN messager, c'est une chimère, c'est-à-dire il est artificiel, il a été breveté. Donc, tous ceux qui connaissent la génétique, ils vont vous le dire. Peut-être, effectivement, si le virus, il n'y a pas du VIH dans le virus, tout va bien. Mais s'il y a du VIH dans ces virus, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces coronavirus, s'il y a du VIH dans ces virus, c'est possible qu'il y ait une transcriptase inversée. Et ça veut dire que l'ARN peut aller dans l'ADN. D'accord. Donc ça, il y a des possibilités. Ça, c'est les généticiens qui pourront vous le dire ou pas. Il peut y avoir des possibilités aussi, parce que chacun est différent, chacun peut avoir une réponse différente au vaccin, et il peut avoir de la génotoxicité, il peut avoir des systèmes immunitaires qui peuvent s'emballer. Et nos télomères dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont faire Et c'est pour ça les télomères, on va reprendre aux télomères. Si l'ARN messager, effectivement, là j'étais sur des dossiers où beaucoup de médecins s'interrogeaient là-dessus, des spécialistes, que si cet ARN il est artificiel, quand il aura fait son travail, le moment où il va se désagréger, il y a peut-être une fragilité à ce niveau-là, et ça peut faire du vieillissement rapide. Et des cancers. Oui, des cancers, bien sûr. Puisque le cancer arrive quand les télomères sont courts. Il y a une inflammation à force, c'est là qu'il y a le diabète qui peut arriver, l'Alzheimer, tout. Parce qu'il y a une inflammation tissulaire qui arrive aussi au niveau artériel. Parce que nos systèmes ne peuvent plus nous défendre comme avant. Et effectivement, s'il y a une sénescence rapide, il y a des cancers possibles. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps par rapport à ces nouveaux vaccins. Voilà. Moi, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie éthique qui a à se poser et que la médecine doit rester libre. Normalement, si un médecin prescrit pour une grippe, on va voir son médecin. On n'est pas obligé de vacciner tout le monde. Là, le coronavirus, on oublie, ça fait 99,98% de survie. Et quand on a des traitements efficaces, il y a 100%. Il n'y a aucun mort. Oui, mais donc c'est pour ça que... Justement, il se disait que le vaccin ne serait obligatoire que s'il n'y avait pas de traitement efficace. C'est aussi pour mais il y a des traitements efficaces. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu reconnaître que les traitements étaient efficaces. Ça permettait aux laboratoires de développer des vaccins. Si, je sais qu'il y a énormément de conflits d'intérêts. Je sais que, voilà, après, il faut rester... c'est pour ça qu'il y a des comités scientifiques qui se battent par rapport à tout ça au niveau international pour justement dire, c'est comme si on avait, je sais plus... il y avait un moustique et on allait tout cramer parce qu'il y avait un moustique. Vous voyez, dans une pièce. Alors que, bon, il y a eu un moustique, on peut juste ouvrir la pièce et puis le moustique, il peut s'en aller, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut... Mais il y a des scientifiques, il y a des comités. Au niveau de mes connaissances, je m'interroge, c'est vrai, je suis pas là pour juger ce qui se passe, mais en tout cas, je peux rassurer les gens. Maintenant, on sait que le virus, même les variants, en fait, si on regarde les variants, il y a des interconnexions. Par exemple, le variant anglais, au niveau du 501 et de la tyrosine à la place de ceci, enfin, ça va créer quoi? Ça va créer peut-être une tachycardie en plus de perte de l'odorat, des choses comme ça, mais qui ne va pas durer. Est-ce que vous avez pu exercer pendant le premier confinement? Alors moi j'ai exercé, quand j'ai exercé début mai, moi je me suis arrêtée comme tout le monde, moi je suis, on me dit stop, je fais stop. Mais quand j'ai su que le directeur national des biologistes a dit et a confirmé qu'il n'y avait plus de virus, je me suis dit j'y retourne, parce qu'en plus j'avais eu la Covid. Vous l'avez eu vous? Bah oui, je l'ai eu, donc du coup j'ai dit je suis immunisée, je ne vais pas transmettre puisque je l'ai eu, j'ai mon immunité. Et c'était en début mai, toutes les courbes étaient descendues et donc ça, je l'ai dit, j'ai commencé à soigner. Et en fait, les patients que j'ai eus, c'était effectivement beaucoup de médecins qui étaient affolés, qui me racontaient aussi qu'on leur avait dit que c'était comme Ebola. On l'avait tellement fait quelque chose d'amplifié qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ne savaient plus. Ils en sont tombés malades. Et il y en a qui sont morts.
Oui, ils sont morts parce qu'ils ont été pas traités correctement, ils ont eu extrêmement peur, ça fait baisser tout notre système immunitaire. Ils se sont pris en plein fouet la peur, la terreur, parce que les médias faisaient de la terreur, et donc ce virus de terreur sans avoir les bons traitements à ce moment-là. Oui, parce qu'ils ne se sont pas donnés à eux-mêmes les traitements qu'ils n'ont pas donnés à leurs patients. Mais c'était pas évident, c'était nouveau, c'est quelqu'un qui vous fait très peur, qui vous fait Oui, imaginer enfin, un médecin, il aurait peur. pu quand même peut-être se soigner. Ah, mais moi, il a fallu que j'ai le virus en moi pour comprendre ce qui se passe. Alors, il se passe quoi quand il est là, la Covid? Il se passe quoi? Il se passe qu'on a une hypoxie au niveau vasculaire. On est très fatigué. Oui. On est très, très fatigué. Et c'est cette fatigue qu'on est. Donc, on n'arrive pas à penser, on n'arrive à rien. Donc, on est un peu comme une loque. Hein. On est à plat. On est à plat plus qu'une grippe, parce que la grippe, on a de la fièvre. Oui, on élimine. On élimine. Ça dure 2-3 jours. Mais là, la fièvre, Covid, elle n'est pas très forte, donc ça n'élimine rien. Et en plus, on baisse la fièvre, donc on évite de... Alors là, la Covid, on est malade, et c'est vraiment le 7e jour qui est important. D'accord? La journée, on a nos systèmes des hormones qui protègent, en fait. Mais la nuit, elle baisse. Et moi, je sais que la nuit, comme nos hormones protectrices baissent, je me suis quand même protégée avec du Vicks. D'accord? Le 7e, 8e jour. D'accord, pour pas que ça aille dans les bronches. J'ai eu d'autres virus parce que moi je suis à Châtelet, je suis dans le métro, donc ça m'arrivait d'avoir d'autres variants du virus. Et là, je m'étais fait un petit protocole d'antibiotiques, mais pour moi, naturel. Donc les antibiotiques naturels, c'est de l'ail, de l'oignon. Hein. Là, je parle par exemple pour la peste, par exemple. À l'époque, ils faisaient ça. Ils faisaient des antibiotiques naturels avec de l'ail, des oignons, du gingembre. Il y a un élément. On met après dans du vinaigre. Oui. Et vous me donnerez la formule. Hein. Je vous donnerai sans problème. Ouais. C'est d'abord envoyer un médecin. Le médecin, maintenant, il peut prescrire. Et s'il prescrit, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, il faut penser au bien-être. Il faut penser à soi. Il faut penser au bien-être. Il faut penser aux autres. Et oui, l'altruisme, c'est important. Il faut penser que ça y est, on a des traitements efficaces. On peut rassurer les gens, les enfants. En tout cas, moi, j'espère que... je pense que la plupart des gens... Oui, pardon. La plupart des gens en ont marre. C'est-à-dire, on a fait beaucoup de choses pour... on a écouté le gouvernement. On a fait beaucoup de choses pour préserver, pour ceci, pour cela. On a été bien sages. Oui, parce que au fond, je pense que la plupart des gens veulent du bien aux autres. On est bon en soi. Troisième partie de cet Au-delà du miroir, toujours avec Christine Giria. Nous poursuivons notre émission et là nous allons partir sur l'ostéopathie, Christine. Sur le toucher. Sur le toucher. Et effectivement, tu as absolument raison. Le toucher est nécessaire à l'heure actuelle. Parce qu'on est une société, on est tous, je vois, sur les portables, sur les ordinateurs et sur le virtuel, et on oublie le toucher. Les gens, en fait, ils réalisent que, à force d'être dans leur monde intérieur, ils commencent à avoir des symptômes de tension au niveau cervical ou des choses qui arrivent où ils se disent tiens, il se passe quelque chose dans mon corps, parce qu'en fait, ils ont pas écouté avant. Ils se sont vraiment qu'il y a beaucoup de stress à l'heure actuelle, beaucoup de tension, et les gens sont très souvent déconnectés de cette communication avec le toucher. Oui, je me souviens au début de la pandémie, on nous conseillait de mettre des gants. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, et ça aurait été plus important que de mettre des masques, mais les gants, on les a oubliés. Alors, effectivement, on a oublié les gants. Et puis, alors, moi, en tant qu'ostéopathe, effectivement, je ne prends pas de gants, mais je me lave les mains constamment. Oui, ça, c'est de l'hygiène. De toute façon, tu ne peux pas prendre des gants pour... Ah non, ça, pour moi, j'ai besoin de toucher, parce que le vrai toucher, il est essentiel. Hein. Parce que quand on a un patient, on va vraiment sentir dans cette communication avec le tissulaire. Et ça, c'est important. Et les personnes, en fait, ils sont très reconnaissantes parce qu'on peut vraiment toucher des émotions très fortes, des choses qui étaient là depuis très longtemps. Et les gens qui sont très déconnectés de leur corps parce qu'ils sont dans leur monde de plus en plus virtuel, et ben ils oublient qu'ils ont un corps, ils oublient que le corps, justement, quand on l'harmonise et quand on retrouve une cohérence cardiaque et un bien-être, on a des meilleures pensées.
ces fameuses meilleures pensées qui permettent de rallonger et de tonifier les artères et l'immunité. Et les télomères. Et les télomères, voilà, les fameux télomères. Donc le corps est important. Cette hygiène du corps est importante. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on part de plus en plus dans cette virtualité, dans ce stress permanent. Et du coup, la pause pour avoir un relâchement intérieurement du tissulaire et du bien-être, c'est aussi par le corps. C'est pour ça que je suis très fière de faire partie de cette corporation d'ostéopathes où on peut faire du bien, on peut soutenir les gens et on peut leur faire du bien, vraiment du bien-être par le corps. Alors j'aimerais que tu nous dises, est-ce qu'un ostéopathe il fait craquer Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, c'est ce que je disais dans la première partie, je parlais d'ostéopathie structurelle au départ. Et effectivement, moi j'ai appris à faire craquer, j'étais dans une école où on apprenait à faire craquer. Mais comme j'aime, j'ai une grande sensibilité. Puis alors là, quand j'ai commencé à travailler sur les bébés, les nourrissons, ben là c'est impossible de faire craquer un nourrisson. Ils sont trop mais souples. Mais même, c'est un respect tel. J'ai compris que j'étais invasive quand je faisais craquer. C'était vraiment invasif. Là, un bébé, si on est vraiment dans cette écoute tissulaire, mais en fait, c'est lui qui nous dit, on a juste à écouter et à soutenir, et le reste va se faire par la respiration, parce que tout est en interconnexion. Et c'est un grand respect. Moi, l'ostéopathie m'a apporté vraiment ce regard de respect de l'autre, de respect du tissu, du respect vraiment, où on apprend avec l'autre. C'est très... il y a une grande humilité, en fait. C'est pas nous, notre savoir, on sait, puis on fait ça. Non, là, cette ostéopathie-là, tissulaire, c'est on écoute, et qu'est-ce que l'autre a à nous dire, ses émotions à nous dire, c'est lui qui nous montre, en fait, où on peut l'accompagner pour restaurer une mobilité, une zone qui était restreinte, une zone qui était en souffrance, et comment on peut libérer ça. Mais c'est vraiment dans cette écoute de respect. Et ça, c'est très important. Donc, c'est plutôt un chiropracteur qui fait... Oui, mais chacun ses domaines. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien que ça craque. Ils disent, j'ai pas entendu craquer, donc c'est que ça n'a pas marché. Après, il y a une illusion du craquement, ça fait du bien, parce que, alors qu'en fait, quand on va profondément dans le tissu, on va dans le fluidique. Et la puissance de l'eau, elle est bien plus puissante que le structurel. D'accord, donc toucher, l'importance du toucher, c'est sûr. Oui. Et c'est beau parce que c'est ce qui nous emmène dans la kinesthésie, dans la sensitivité émotionnelle, et qui nous permet de nous relier en fait au cœur, qui a 40 000 neurones, à notre sixième sens, à notre proprioception et à notre cerveau de la créativité. Et donc ça va adoucir avec l'ocytocine, qui est aussi une hormone de lien. Ça va apaiser et nous remettre dans le bien-être. Et les personnes ont besoin de se retrouver dans du bien-être. Et le bien-être, ça passe par le toucher. Une mère, avec même les enfants, quand ils vont pas bien, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les rassurer en les touchant. Le toucher est très important. Tous les enfants qui ont été touchés, et même en ostéopathie, qui ont été travaillés très jeunes, on sent que c'est des adultes après, qui deviennent dans la bienveillance, qui deviennent dans ce respect de la sensibilité de l'autre, de l'empathie avec l'autre. Et ça, c'est le toucher qui permet ça. Je pense aussi aux personnes âgées, elles ont besoin qu'on leur tende la main. Bien sûr, elles sont souvent seules, et le toucher pour eux est très important. Absolument. Et moi j'adore, j'ai des personnes... Il y a une personne que j'ai adorée, elle avait 107 ans. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle connaissait le papa de Mitterrand. Et elle me racontait M. Mitterrand. Et au départ, je pensais que c'était le président de l'époque. Et en fait, c'était le papa. Et donc, c'était très rigolo. Et elle avait toute sa tête. Et j'étais très fière de pouvoir la soulager de vertiges. Elle avait quelques vertiges. Et puis d'harmoniser aussi certaines zones au niveau articulaire pour qu'elle se sente plus flexible et qu'elle se sent mieux. Bien sûr. Elle marchait encore, cette femme? Bien sûr qu'elle marchait encore. Mais elle n'osait pas parce qu'elle avait des vertiges. Et quand j'ai pu relâcher les tensions au niveau de la cervicale en question, qui était la conséquence de ça, tout de suite elle allait mieux. Et là, elle était heureuse. Remettre le mouvement, c'est la vie. L'esprit, d'ailleurs, quand on parle d'esprit, l'esprit c'est le souffle.
et le mouvement, et nous c'est le souffle du mouvement, c'est vraiment ça, de restaurer la personne entièrement. C'est-à-dire que le corps, l'âme, l'esprit, tout est relié. Et souvent, on oublie les émotions, comme s'ils n'existaient pas, comme si on n'avait pas le droit de les exprimer. Mais si, et ça au niveau scientifique maintenant on le sait, si une émotion ne peut pas s'exprimer, elle va s'engrammer dans le corps. Et après, plus on ne l'écoute pas, et plus elle s'engramme, plus elle peut faire des pathologies. Parce que le stress est à l'intérieur, et donc on sait que le cardiovasculaire n'aime pas le stress. Donc c'est pour ça qu'apaiser le corps, le toucher, le réharmoniser va permettre d'avoir une meilleure tonicité, une meilleure santé et un bien-être au niveau psychique. Ça c'est important aussi. Alors le souffle, tu te mets dans le souffle de la personne, tu accompagnes le souffle de la personne. Alors quand je dis le souffle... La respiration. Alors la respiration, je travaille beaucoup. Tu la sens dans les vertèbres? Non, je la sens partout dans le corps. On appelle ça la MRP, le mouvement respiratoire primaire. Donc je vais écouter effectivement la respiration intérieure du corps. Comme je disais, au niveau articulaire, le cartilage, en fait, il a un mouvement, tout un mouvement dans le corps. Alors pour la plupart des gens, c'est imperceptible, mais le mouvement existe. D'accord ? Donc, et ça se fait constamment, c'est pour nourrir par exemple les articulations. Les articulations, c'est contrainte des contraintes, et à l'intérieur, il y a de l'eau, parce qu'on est plein d'eau. On appelle ça les protéglycans qui sont chassés et qui reviennent. Et c'est très important parce que l'eau qui respire, enfin qui permet de renouveler les circuits, il y a les veines, la circulation des veines, des artères, et tous les mouvements qui permettent du nutriment intérieur. Donc vous voyez, toute cette biochimie, bien sûr, lymphatique, mais pas que. Et tout ça, c'est des nutriments, c'est-à-dire qu'on se renouvelle par nos émotions, par nos pensées, et nos systèmes neurovégétatifs va permettre tout ça à l'intérieur du corps. Donc c'est fabuleux ce travail intérieur du corps. Même au niveau du disque, c'est que de l'eau, c'est une puissance, on appelle ça une puissance, un amortisseur hydraulique. Et en fait, on a une puissance liquidienne qui nous donne la tonicité, qui nous donne la bonne santé. Pas qu'il y en ait trop dans les rotules, sinon ça fait des... Alors là, tu parles d'épanchement, c'est différent, c'est un épanchement parce que justement, il y a une problématique. C'est-à-dire que si on restaure la mobilité, ça va permettre de résorber tout ça. Et c'est de voir comment interagissent les contraintes, comment interagissent les systèmes, et pourquoi c'est à ce niveau-là, et pourquoi c'est au niveau de ce genou-là. Alors, quand on a une bonne connaissance anatomique, physiologique et biochimique intriguée dans tout ça, moi je me permets de m'amuser sur autre chose, au niveau intuitif et au niveau émotionnel. Et là, de dire, tiens, le genou, c'est la relation avec autre chose. Avec le jeu, le nous. Voilà, c'est pas un hasard si c'est tel genou, telle chose. Le fait de se mettre à genoux. Voilà, et il y a plein de choses niveau d'IMO, mais moi, c'est vrai, quand je travaille, j'ai la chance, j'ai une chance fabuleuse, c'est que j'ai pas de pensée. Donc je suis totalement disponible avec le patient. Parce que la plupart des gens ont des pensées répétitives, mais quand je travaille, ou la plupart du temps, je n'ai aucune pensée. Alors ça paraît bizarre pour certains, mais c'est comme ça, je n'ai pas de pensée. Donc je suis totalement disponible, et donc j'ai mes capteurs sensitifs qui vont ressentir bien plus de choses. Est-ce que tu ressens la douleur sur toi ? Ça m'est arrivé, et au départ c'était rigolo quand je traitais les gens. Ça m'est déjà arrivé de dire, tiens, j'ai la douleur sur moi. Alors tiens, je me disais, quand j'améliorais la personne et que je sentais un mieux-être d'amélioration chez elle, je sentais que chez moi ça partait. Je me dis, là c'est bon, je sais que c'est bon parce que chez moi ça part. Sur les mal de tête ça marche aussi. Donc c'était vraiment une empathie, oui, tout à fait. Mais il ne faut pas en avoir peur en fait, c'est vraiment une empathie. Ça arrive à des ostéopathes qui n'osaient pas aller dans cette sensibilité-là, de peur de choper des choses par exemple. Et je leur disais, mais on ne chope pas les choses, c'est juste de comprendre comment ça interagit. Et on a juste une plus grande empathie, et c'est de ne pas avoir peur de notre empathie. Donc on peut traiter des émotions, est-ce qu'on peut traiter des organes internes ? Bien sûr, au niveau de l'ostéopathie, on traite les organes, on va dire les organes, pas les grosses maladies, mais par exemple le côlon, ou les problèmes de constipation, par exemple, ça peut être un angle physiologique qui est un peu perturbé. Donc c'est comprendre, c'est regarder, on va dire, le côlon. Et c'est les mains qui sentent chez moi, c'est les mains qui savent.
Et, Donc là, tu vas travailler sur le ventre. hop, ben, je vais sentir. Alors moi, j'ai cette chance inouïe, c'est que je vais sentir tout de suite d'où ça provient. C'est comme si j'ai une info, quelqu'un me dit ah, il faut que tu travailles là. Vous voyez, j'ai mon sixième sens où j'ai quelque chose. Maintenant, j'ai une très bonne connaissance au niveau anat, physio et vraiment du corps humain et des interconnexions. Et vraiment, c'est comme si je savais déjà où il fallait travailler. J'ai déjà les signaux qui me disent il faut que je travaille là, 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 là. Tac, j'ai des diagnostics qui sont rapidement au niveau ostéopathique ou des exclusions. Tiens, je me dis là, non, là, il faut qu'il aille voir tel médecin. Là, je sens que c'est autre chose. Et donc, j'ai vraiment ce ressenti-là. C'est-à-dire que le digestif, ça peut être un péristaltique en ralentissement, ou je peux sentir tout de suite, ah non, ça vient du crânien, c'est le nerf vagal. Là, je sens qu'il y a une petite problématique entre, on va dire, l'occiput et le temporal, et le nerf, il passe mal. Donc, c'est le nerf vagal qui va, voilà, et qui est au ralenti, et donc ça va faire une digestion ralentie. Et pouf, je vais mettre en crânien, et puis pouf, la personne se détend, et là, je vais en sentir des petits bruits, et pouf, 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 ça va. Ouais, ça gargouille. Ça gargouille, et voilà. Donc, ça, c'est. Voilà, et c'est vrai que je pense pas, donc pour moi c'est pas évident de parler d'ostéopathie parce que c'est mes mains qui vont ressentir avant tout, et c'est mes mains qui vont sentir, qui vont être intuitives, qui vont diagnostiquer bien plus que ma tête. Alors ce côlon-là, avec tout ce qui nous est arrivé, il doit y avoir plein de problèmes, plein de problèmes chez les gens. Beaucoup de gens sont très tendus, ils ont peur de l'avenir, peur de lendemain, donc c'est très intéressant de travailler, on va dire, les trois diaphragmes en ostéopathie, le crânien, le diaphragmatique et au niveau du bassin aussi, il y a un diaphragme. Et donc de travailler la cohérence de tous ces diaphragmes pour un apaisement, parce que le cœur, ce qu'on a oublié au niveau du cœur, c'est le cœur, il a un rythme flexible. C'est-à-dire qu'il doit toujours être dans la flexibilité, dans son rythme, toujours être flexible par rapport aux changements permanents de tous nos stress, de tout ce qu'on a dans la vie. Toutes nos peurs. Et toutes nos peurs. Et donc il est vraiment là, c'est pour ça la cohérence cardiaque est vraiment chouette en ostéopathie. Et donc de travailler ça en plus. Avant le Covid, c'était marrant parce que je commençais à faire des stages de compréhension de cohérence cardiaque en ostéopathie et comment améliorer cette tonicité au niveau de la bonne santé en fait. Et donc c'est vraiment important parce que dans la vie, rien n'est figé et tout bouge, tout change. Et il y a parfois des grands changements et parfois il y a des chocs et parfois il y a des chocs post-traumatiques où tout est figé et les gens n'y arrivent plus à avancer. C'est la grande peur, ça fige les tissus et les gens sont dans des choses répétitives. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a eu un choc. Ils ne se rendent pas compte, ils répètent la même chose. Et en fait, ça veut dire qu'ils sont dans un choc. Alors à tel âge, à tel moment. Donc au niveau tissulaire, c'est sentir à quel endroit, on va dire, il a pris le choc plus. Est-ce que c'est au niveau, par exemple, d'une tension plus au niveau d'un genou, ou c'est plus au niveau de l'épaule, ou c'est plus au niveau du diaphragme. Donc c'est détendre toutes ces zones du diaphragme où il y a plein de barorécepteurs, il y a plein de choses aussi, et ça va détendre. Et quand la personne est détendue, il y a un mieux-être tout de suite, parce qu'elle n'est plus dans cet étau, et donc sa conscience va changer aussi. Parce que le corps est relié à la conscience. Et ça, c'est important. C'est pas, la plupart des gens, c'est vrai qu'on a appris à être ingénieur, un peu en France, dans tous les pays. On a un comportement rationalisme à fond, et on a oublié des choses essentielles par rapport à un ressenti du bien-être dans le corps. Et si le corps, on a pensé que c'est le cerveau qui décide, mais si le corps ne va pas, le cerveau il ne peut pas décider. Ou il décidera pas dans la bonne perception. Parce que quand tu as peur, c'est jamais des bonnes perceptions. Donc si tu restaures quelqu'un dans ses tissulaires, dans son corps, au niveau du cœur, qui a plus de 40 000 neurones, c'est lui qui va influencer ton psychisme et qui va faire que tu vas être mieux dans ta vie et que tu vas interagir mieux dans ton corps. Alors ces exercices de cohérence cardiaque qu'on trouve sur Internet, elles sont très bonnes et moi je vais le tonifier bien plus en ostéopathie. Parce que là tu le fais toi-même et nous en ostéopathie, en travaillant sur le fluidique, sur la puissance de l'eau, ça va redonner un peps bien plus fort. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? En fait, ce qui était le plus important, c'est que l'avenir, là j'ai vu dans l'avenir qu'il y en a de plus en plus qui parlent d'intelligence artificielle
Certains même parlent de transhumanisme. De robots, là, Oui, de robots. De robots pour changer les personnes âgées dans leur lit. Oui, mais l'humain est bien plus important. Ce qui se passe au niveau de l'ocytocine, du contact, est bien plus enrichissant qu'un robot. Non, mais il y a plein de technologies qui sont fabuleuses. On en rêve tous, des super voitures, des ceci, c'est génial. Mais s'il n'y a pas l'humain, il manque une chose essentielle. Le toucher. Bah oui, le toucher, le contact qui rassure. L'autre, c'est-à-dire l'échange, on progresse avec l'autre. On ne peut pas progresser avec un robot s'il n'y a pas un échange d'humanité, s'il n'y a pas un échange de richesse intérieure, avec le cœur. Cette richesse-là, c'est quelque chose de bien plus grand. L'apaisement et la paix intérieure est bien plus grande que toute cette technologie-là. On peut être le plus puissant, le plus riche au monde par rapport à l'argent, par rapport aux technologies. Si on n'a pas l'amour, on est le plus misérable. Mais pour moi, le pire clochard, la plus grande personne qui est misérable, c'est celle qui n'a pas d'amour, qui n'a pas la richesse des échanges. Et ça, la technologie ne pourra pas Mais tu peux donner, mais pour en recevoir, c'est autre chose. Eh ben, il faut donner, mais c'est donner, c'est et tu peux donner beaucoup et puis pas recevoir énormément oui, mais retour. Le donner est bien plus important. C'est exactement ce que j'ai reçu là-haut. L'apprentissage du donner, quand tu donnes de l'amour, c'est bien plus enrichissant. C'est la chose la plus belle que tu puisses faire. Et surtout sans attendre. T'as rien à attendre. Parce que de toute façon, quand tu donnes, tu vas recevoir. Même si c'est pas cette personne, c'est pas grave. La vie te donnera. C'est bien plus enrichissant. Donc tous ceux qui sont seuls, sans amour, ne désespérez pas, un jour ça reviendra. Exactement, c'est les rencontres. C'est la rencontre, c'est la richesse de l'humain. C'est la plus belle chose en soi sur cette terre. On est là pour faire l'expérience de la matière dans l'épanouissement de tous les domaines. Mais vraiment, dans l'épanouissement de la joie. Et la joie se fait par la rencontre de l'autre, par nos hormones, nos ocytocines, par le contact, par l'émerveillement, par les rencontres qui sont parfois fabuleuses. Et ça, c'est pas un robot qui peut donner ça. On peut dire, ouais, le robot, il est fantastique, il fait ça, génial. Mais à un moment donné, on va se lasser s'il n'y a pas ce côté humain. Mais ils feront des robots qui ressembleront à des hommes et des femmes. Ils peuvent ressembler, ils peuvent faire tout ce que vous voulez. L'échange au niveau biochimique, au niveau informatif, au niveau de cette invisibilité, mais qui est quand même là, il se fera pas. Il se fera pas. On peut avoir, on va dire une super technologie, on va avoir mieux, plus loin, plus ceci. On va courir plus vite. Mais est-ce que ça va te donner plus d'amour ? Est-ce que à l'intérieur, tu vas sentir une richesse qui t'habite par l'amour ? Ça va enfermer les gens et ils vont oublier une certaine humanité qui est importante. Et puis ils vont vieillir rapidement parce qu'ils n'auront pas cette ocytocine et ce contact avec l'autre d'altruisme qui va permettre cette longévité et cette richesse, ce bien-être intérieur. Pourtant, le transhumanisme, on dit que ça va vers l'immortalité, donc on ne devrait pas vieillir. Être immortel sans avoir de l'amour, je ne sais pas si c'est intéressant. Quand tu es mal et que quelqu'un va te rassurer par sa présence, c'est bien plus riche qu'un robot ou d'un médoc ou de tout ce que tu veux. Alors parfois on a besoin aussi du médicament, on a besoin de soutien, c'est vrai qu'au niveau de technologie, on peut nous refaire un foie, on peut refaire quelque chose. Tant que ça améliore la santé, oui. Pour notre santé, pas pour une amélioration autre qui n'est pas... qui serait... Mais le transhumanisme, il y a le mot humain dedans, mais qui est transmuté, c'est-à-dire ce n'est plus un humain. Alors c'est personnel. Je pense que s'il n'y a pas le contact humain, d'amour, de bienveillance, pour moi, s'il n'y a pas d'amour, c'est quand même mort. Hein. C'est pas... Enfin, vous voyez, ils seront immortels, mais morts intérieurement, quoi. Ils leur manqueront quelque chose d'essentiel. Transhumanisme, c'est transgénique, c'est transformé, c'est transsexuel, c'est-à-dire il y a toujours le trans dedans, c'est transformé. Pour aller, alors le transsexuel, c'est plus d'amour, hein, puisque le transgénique, c'est... L'important, c'est d'avoir... c'est l'amour véritable qui emmène un psychique qui est bien. Les gens, en fait... Qu'est-ce qui est bien dans notre vie ? Les gens ont confondu, parce qu'on a été un peu éduqués comme ça, il y a une espèce de comportement d'éducation où on a cru que le meilleur c'était avoir une super voiture, que c'était consommer ceci, consommer cela. Voilà. Aujourd'hui les gens ne sont pas bien parce qu'en fait c'est un leurre, ils se sont rencontrés que c'était un leurre. Qu'est-ce qui apporte le mieux dans la vie si c'est pas
la richesse d'amour si c'est pas un apaisement, si c'est pas la paix intérieure. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à la spiritualité parce que justement la vie actuelle nous emmène pas ça. Alors il y a beaucoup de jeunes actuellement, c'est vrai que la vie elle est peut-être pas si bien pour eux, donc ils sont réfugiés dans tout ce qui est virtuel, mais à un moment donné il leur manque quelque chose, et quand finalement ils vont rencontrer des jeunes, ils vont avoir des interconnexions, l'important c'est qu'il y a un bien-être. Ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même complètement coincés dans des rôles. Mais c'est à nous, en vérité, nous. Ils sont coincés dans des rôles. Oui, mais parce qu'en fait, c'est des pseudos, c'est des... Mais c'est la vie qui va nous emmener. Parfois, c'est un accident, parfois c'est ceci, parfois... Moi, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais aussi oublié l'amour. À 19 ans, il s'est passé une expérience qui a fait que je me suis rappelé de l'amour parce que je suis partie de l'autre côté. Mais il n'y a pas besoin de partir de l'autre côté. Il suffit de rencontrer une personne qui est dans l'amour, dans cette bienveillance, dans cet altruisme, pour se rappeler la sienne. Et ça, c'est l'humain. Et aujourd'hui, on a besoin de penser à ça. Là, je pense qu'effectivement, le gouvernement, et tous ces gouvernements, peut-être parce qu'ils ont une pensée transhumanisme, je ne sais pas, tout à fait. Ils sont partis dans un délire de sceptique, enfin de faut tout nettoyer, tout ceci, tout cela, mais à une telle forte échelle qu'ils ont oublié qu'en fait la meilleure immunité c'est justement c'est justement d'accepter d'avoir le virus, d'être rassuré, d'en rire, de se dire bon bah voilà, ok, je vais être fatigué comme une grippe, je vais être ceci, ça va être un peu plus long. Je pourrais dire que je l'ai eu comme les autres. Voilà, mais quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qui est réconfortant quand tu as quelqu'un avec toi, quand tu n'es pas seul, quand tu as quelqu'un qui dit bon bah tu vas prendre tel traitement, ça va durer ceci, tu vas avoir tel effet, tu auras peut-être un peu pas d'odeur, tu vas être fatigué, et puis voilà, tu prends ça, puis après pouf, tout va revenir. Mais Christine, souvent c'est quand on est malade qu'on voit un peu l'amour de l'autre. Mais ça, le temps qu'il met à aller chercher un comprimé quand on n'est pas bien, ou le temps qu'il met à... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut laisser les médecins prescrire. Eux, c'est leur rôle, ils sont là. Mais ça nous met au pied du mur aussi, de voir comment on réagit vis-à-vis de la maladie de l'autre, ou comment l'autre réagit vis-à-vis de notre propre maladie. Mais là, moi, je suis très contente qu'il y a des comités scientifiques, il y a des médecins qui vont justement à l'encontre de tout ça et qui, pour restaurer quelque chose de plus sain. Parce que là, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des trucs extrêmes. Donc Christine Giria a retrouvé sur Internet, rue de Rivoli. Il y a un livre aussi sur les migraines, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et puis peut-être un livre qui arrivera bientôt. Il y a le film Thanatos. Oui, il y a le film Thanatos. J'ai mis un PDF pour la Covid, pour dire qu'on avait au niveau de l'immunité, c'est booster votre immunité. Ça, c'est sur quoi ? Sur votre site ? C'est Sérénité, Ostéopathie, Intégration. Sérénité, Ostéopathie, Intégration. Voilà, et voilà, c'est booster votre immunité. Boostons-nous et touchons-nous. Oui, voilà, mais un vrai contact, un contact d'amour, un contact de soutien, un contact ça fait du bien. On en a absolument besoin, et c'est très important de ne pas se sentir seul aussi, et c'est de contacter les amis, c'est de plaisanter, c'est de pouvoir retrouver de l'humour, c'est pouvoir se relâcher, et puis voilà, on va finir avec tout ça. Et restez à l'écoute d'IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être, la radio qui nous fait du bien. Merci beaucoup Christine Giria, merci beaucoup. Merci à toi.